Alors, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui, je l'ai dit à l'instant, Monsieur Yves Mad. Vous êtes agronome, économiste et vous avez été conseiller du commissaire européen à l'agriculture et au développement rural durant la dernière réforme de la PAC. Et vous êtes aussi le président du groupe de réflexion Farm Europe. À vos côtés, Laurent Guerrero, vous êtes président du groupe RAGT, semencier et obtenteur, également négoce agricole. Et puis nous avons la chance aussi d'accueillir aujourd'hui Christophe Boisard. Vous êtes exploitant agricole en polyculture élevage laitier dans la baie de Somme. Vous êtes engagé avec votre épouse sur 230 hectares. Et on va parler avec vous d'agroécologie et de création variétale. Alors la première question, elle est pour vous, Monsieur Madre, président de Farm Europe. On va faire le point sur qu'est-ce qui est demandé aujourd'hui aux agriculteurs entre maintenant et 2030 en matière de pratiques durables et pour quelles finalités. Ça, c'est important de partir des premiers constats. Alors, le premier constat, bonjour à tous, tout d'abord, c'est un constat qu'actuellement, on a deux trains, quand on parle d'agriculture, qui naviguent, qui avancent sur leur voie propre, mais pas les mêmes et pas forcément de façon parallèle, sans parler même de convergence. Alors, il y a le train de la PAC. Je ne vais pas redire les témoignages que vous avez eus et les discussions que vous avez eues il y a juste quelques minutes, qui, avec ces exigences de conditionnalité, d'éco-scheme de façon un peu variable d'un pays à l'autre, on est d'accord, il y a eu de la flexibilité supplémentaire dans cette PAC qui est mise en œuvre depuis le 1er janvier. Et puis, il y a un autre train qui a démarré en 2019 avec la nouvelle Commission européenne, qui est le train du Green Deal. Alors, ce train du Green Deal, il a, alors, je ne sais pas si ce sont des wagons ou des mini-locomotives successives pour essayer de le faire avancer plus vite, avec, quand on parle d'agriculture, la stratégie Farm to Fork que tout le monde a en mémoire, et puis la stratégie biodiversité. Les deux gros thèmes. Et puis, il y en a une troisième qui arrive, qui s'appelle les systèmes d'alimentation durable de l'Union européenne, que la Commission annonce. Elle annonce son projet pour le deuxième semestre, plutôt fin 2023. Et en fait, derrière cela, annoncé depuis le début, au titre du Green Deal, l'ambition, c'est de faire en sorte que l'agriculture européenne elle soit neutre en carbone à l'horizon 2030. Bon, alors ne tombons pas à la renverse, 2030, 2035, quelque part, ce n'est pas la date qui est importante, mais sur cet objectif, il y a un consensus politique, aussi bien au niveau des États membres que dans le Parlement européen, les deux co-législateurs qui décideront à la fin. Et tout l'enjeu, c'est derrière comment on y arrive et comment ce grand objectif, cet objectif premier, il se décompose, et qu'est-ce qui est demandé au monde agricole pour le faire. Alors là, c'est effectivement, on entre dans le cœur du sujet. Aujourd'hui, les objectifs pour atteindre cela, annoncés par la Commission, c'est moins 50% de pesticides chimiques d'ici à 2030. J'insiste, avec des propositions pour l'instant de clés entre États membres qui font que ça peut varier et monter très très haut pour certains États membres, ou ça pourrait monter très très haut, on va laisser au conditionnel si vous voulez bien. C'est moins 20% de fertilisants globalement, 10% de terres arables à ne pas mettre en culture. Alors oui, effectivement, ce n'est pas cohérent avec ce qui a été décidé dans la PAC qui vient d'être appliquée. Premier point. Et 25% de bio, il faudrait voir par rapport au marché, et planter 3 milliards d'arbres. On a eu de la chance, ça a été 3 milliards. La première version, tout au début, en 2019, c'était 30. Ça a été divisé par 10, ça tombe bien malgré tout. Donc, voilà en fait les grands objectifs et les moyens d'action qui est envisagé. Enfin, en tout cas, ce qui est mis sur les épaules et la responsabilité des secteurs agricoles ou ce que la Commission voudrait mettre.
Alors ça, ce sont effectivement surtout les résultats attendus, les objectifs, mais est-ce qu'il y a des voies aussi qui sont montrées pour les atteindre? Alors, les voies pour les atteindre, aujourd'hui, c'est vrai que c'est le point crucial. Vous avez raison. Tant l'objectif neutralité carbone, je vous disais, dont acte, mais la vraie question, c'est comment on y arrive. Quel chemin on emprunte? Et aujourd'hui, les chemins qui sont proposés amènent, et là, ce n'est pas que Farm Europe qui le dit, vous prenez toutes les universités et les centres de recherche, le centre de recherche de la Commission lui-même, amène à une décroissance agricole européenne, moins 15% de production, augmentation du prix pour le panier du consommateur qui a été chiffré à 12% avant la guerre en Ukraine. Donc je vous laisse imaginer l'élément supplémentaire. Plus d'importations, ce qui ne va pas très bien dans la stratégie souveraineté alimentaire qui est quand même aussi prônée, notamment protéique, mais globale. Et puis, vous me dites, il y a un bénéfice environnemental majeur qui est recherché. Sauf qu'avec les effets de fuite et les importations, le bénéfice environnemental calculé, si on est optimiste, ce serait une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne, quand on reprend en compte ce qui serait généré par les importations, au mieux de moins 1%. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire... Donc, et face à cela, il y a une recette miracle qui est proposée, qui a été proposée immédiatement avec la Farm to Fork et qui est un leitmotiv régulier à avancer, c'est la PAC. La PAC fera tout. Là, le financement de la PAC est suffisant pour répondre à tout. Le seul problème, c'est que le financement de la PAC, il est déjà employé totalement et que la valeur économique de la PAC aujourd'hui, du fait de l'inflation, elle est en train de tomber dramatiquement partout et de façon accélérée dans certains États membres. Quand vous avez dans certains États membres, vu l'inflation actuelle et ce qui est prévu pour les années prochaines, dans un scénario relativement optimiste encore, une valeur économique de vos financements publics qui décroît de 50 à 60%, ce n'est pas la recette. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Alors, oui. Parce que, et pourtant, il faut s'y engager. Oui, il y a autre chose. Il y a autre chose, et la seule chose, enfin, il y a deux choses qui est présentée, c'est de dire, on vous met un projet sur la table qui est le carbon farming, qui va permettre aux agriculteurs, dans une démarche de transition, d'avoir une rémunération du carbone qu'ils séquestrent dans les sols. Mais là, on pourra avoir une discussion. Est-ce que le projet tel qu'il est sur la table fonctionne? Est-ce qu'il est crédible économiquement? Non. Aujourd'hui, non. Économiquement, il ne passe pas. Il n'y a pas d'intérêt financier. Donc là, il doit être amélioré. Et en fait, la seule proposition législative annoncée qui peut avoir un effet positif aujourd'hui, c'est la proposition qui va arriver au mois de juin prochain, liée aux NBTs. Dans l'ensemble des réglementations et des propositions législatives que la Commission annonce au titre du Green Deal pour l'agriculture entre 2022 et 2024, c'est le point positif. C'est la seule lumière. Alors on en parlera tout à l'heure. Sauf si on nous annonce un grand plan d'investissement au titre du Fonds souverain européen, mais je ne l'ai pas encore vu. Alors Laurent Guerreiro, on poursuit avec vous. Merci beaucoup Monsieur Madre pour ces éclairages. Laurent Guerreiro, vous êtes président de RAGT. On l'a dit tout à l'heure, il faut 10 ans pour faire une variété. Donc comment on s'arrange de tout ça? Comment pouvez-vous répondre aujourd'hui aux besoins des agriculteurs imposés, on va dire, par ces nouvelles PAC, mais aussi tous ces programmes européens? Donc 10 ans, Marin-Després nous a dit que c'était plutôt 7 à 10 ans. Et effectivement, on a aujourd'hui des technologies qui nous permettent de réduire la durée des cycles de sélection et de sortir un peu plus rapidement de nouvelles variétés. Mais 7 à 10 ans, ça veut dire de toute façon que la sélection travaille sur un temps long. Et que le seul moyen de contrecarrer ce temps long, c'est l'anticipation.
Il n'y a pas de solution autre à apporter aujourd'hui, c'est-à-dire que nos métiers doivent de façon permanente anticiper. Et aujourd'hui, si on reprend en tout cas les premiers critères qui ont été listés et qui sont peut-être pas les plus compliqués en tout cas à mettre en œuvre en sélection, la résistance aux maladies pour réduire en tout cas l'utilisation des fongicides et la meilleure valorisation des intrants azotés, c'est l'anticipation et on le fait depuis longtemps. On conduit aujourd'hui et on n'a pas attendu l'avènement du Green Deal pour se dire qu'il fallait qu'on pilote nos variétés de blé sous différents régimes de fertilisation azotée pour identifier ce qui est le cas et ce qui devient un critère aujourd'hui à la sélection des variétés, identifier les variétés qui vont à un même niveau de rendement nécessiter un apport azoté un peu plus faible. Donc c'est vraiment des travaux que nous devons mener de façon régulière, en anticipant ce que l'on pense qu'il pourrait arriver et en priorisant ensuite les actions à conduire. Alors, une autre question justement sur ce point, on dit qu'il faut 7 à 10 ans pour créer une variété, mais au bout de combien de temps elle est rendue obsolète ? Là, on introduit effectivement une autre notion et ça touche particulièrement ma fibre aveyronnaise qui aime bien l'argent, pour être sur un méchant cliché, mais effectivement, en posant cette question, on introduit le critère du financement de la recherche. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que certes, on a réussi à optimiser un peu la durée de sélection, mais dans le même temps, le turnover, le remplacement des variétés, la durée de vie des variétés ne fait que diminuer. Donc aujourd'hui, si vous avez des variétés qui vont, sauf exception de grandes variétés qui ont fait des carrières et qui continuent, si vous avez un changement d'une variété qui ne fait que 3 ans, vous avez mis 7 à 10 ans pour la créer, c'est sûr que la balance devient un peu compliquée de réussir à équilibrer l'innovation qu'on veut mettre dans les nouveaux programmes de sélection. Avec des gros changements d'une année sur l'autre, parce qu'on fait évidemment la comparaison, par exemple, avec le téléphone portable. Est-ce que parfois on passe d'une version à l'autre en ajoutant simplement un objectif pour un appareil photo? Là, quand même, en création variétale, c'est différent. Alors, c'est différent, c'est une évidence, sauf on souffre en tout cas, et je pense que Thierry Maumont, dans son introduction, parlait de cette expérimentation triennale pour retester les variétés, remettre en valeur le progrès génétique qui avait été généré. La difficulté de notre métier, c'est qu'à la fin, ça va être un grain de blé ou un grain de pois et qui ressemble furieusement au grain de l'année d'avant. Mais nous, la technologie, elle est à l'intérieur et elle ne se perçoit pas à l'œil nu, mais c'est chaque année où on va apporter du progrès, de l'amélioration. Et ce n'est pas un vain mot, souvent des gens nous le critiquent, c'est l'obligation du système d'inscription à la française. Vous devez faire mieux que les variétés qui ont été inscrites l'année d'avant. Donc par définition, vous devez apporter de l'amélioration, qu'il soit sur le critère rendement, qu'il soit sur le package de résistance aux maladies, c'est une obligation. Je pense que c'est important de le rappeler. Alors Christophe Voisard, on va poursuivre avec vous. Vous êtes agriculteur depuis 20 ans dans la baie de Somme, 9 cultures différentes l'année dernière. En quoi la création variétale peut vous permettre et vous a permis déjà de réduire vos impacts environnementaux sur votre exploitation? Comme il y a déjà eu pas mal d'interventions qui l'ont souligné. C'est vrai que les variétés ont gagné en résistance maladie, par exemple. C'est indéniable par rapport à il y a 20 ans. Aujourd'hui, les variétés fer de lance sont passées à l'époque, elles étaient plutôt sensibles aux maladies, à aujourd'hui plutôt résistantes aux maladies. Donc, indéniablement, effectivement, le progrès génétique nous a permis d'avancer, d'utiliser moins de phytosanitaires, en particulier sur ces problématiques de maladies, quoi. Et parlez-nous de votre exploitation, justement. Qu'est-ce que vous utilisez? Qu'est-ce que vous utilisez plus? C'est quoi vos leviers dont on parlait tout à l'heure? Disons que il y a pas mal de sujets qu'on pourrait aborder. Après, il y a des choses qui ont déjà été dites. Par exemple, M. Jamet qui parlait par rapport au colza, où aujourd'hui, on sème plutôt pour que les colzas soient suffisamment développés avant l'arrivée des altises. Et les altises, ce sont des insectes qui attaquent le colza et qui provoquent des disparitions de pieds dans le pire des cas. Et donc, on sème de plus en plus tôt les colzas, ce qui impose
Donc il faut à la fois des variétés qui lèvent assez vite pour que le colza soit suffisamment développé au moment où les altices vont apparaître. Et il faut aussi des variétés qui ne soient pas trop développées en même temps, donc avant l'hiver, pour éviter qu'ils fleurissent avant Noël. Toujours par rapport au colza, par exemple, depuis 4-5 ans se développent des variétés résistantes à un virus, c'est la jaunisse du navet, qui est transmis par un puceron. Et donc aujourd'hui, personnellement, les variétés de colza que j'implante sont systématiquement résistantes à ce virus, ce qui évite pendant l'automne d'aller surveiller les pucerons. Et en fin de compte, en gros, c'est les auxiliaires qui vont gérer les pucerons, parce qu'on n'a pas de crainte que le puceron transmette un virus. Je suis aussi betteravier, et là, pour le coup, on espère rapidement trouver des variétés tolérantes au virus, quoi. Mais est-ce qu'on, dans ce contexte justement de dérèglement climatique, est-ce qu'on peut effectivement réduire ces impacts environnementaux dans le même temps? On est obligé. On est obligé, oui. Disons, ça fait 20 ans que je suis agriculteur. Je me suis installé en 2002. Dès 2003-2004, je me suis intéressé avec la Chambre d'agriculture de la Somme à la technique de la protection intégrée des céréales pour le blé. Et donc, dès 2003-2004, en gros, dans le choix des variétés de blé, j'ai toujours essayé de trouver le bon compromis entre rendements, parce que le but, effectivement, il y a un objectif économique sur nos exploitations, mais en même temps avoir des variétés suffisamment tolérantes aux maladies pour éviter l'application de fongicides. Donc il faut trouver toujours un bon compromis. Une variété très tolérante aux maladies qui n'a pas de rendement, elle n'a pas sa place dans notre assolement. Et inversement, le but, c'est de concilier les deux en permanence. Et puis de plus en plus, effectivement, il y a les facteurs climatiques qui jouent aussi dans le choix des variétés. Donc ça, on s'en rend compte par les résultats d'essais locaux en général, qui permettent de savoir si la variété a passé en gros le pack, les aléas climatiques de l'année. Et donc les variétés, on arrive quand même à avoir des variétés aujourd'hui beaucoup plus résilientes. Je suis éleveur laitier, donc je produis aussi du maïs pour l'ensilage. Cette année, c'est exceptionnel la tenue des maïs face aux aléas climatiques de cette année avec la sécheresse. Moi, j'étais estomaqué par le rendement qu'ils ont pu faire par rapport aux variétés qu'on aurait pu semer même il y a 10 ans, quoi. C'est quand même assez incroyable. Donc c'est bien de le souligner. Laurent Guerrero, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, qui fait un peu le lien entre la première table ronde et des points qui remontent ici. Je pense que mon collègue de Després l'a justement fait remarquer. La variété miracle n'existe pas. On travaille de façon itérative pour venir améliorer sur une génération à la génération suivante, la rendre encore un peu plus résistant. Il parlait de ce devoir un peu de transparence, moi je dirais d'honnêteté vis-à-vis aussi des producteurs. Il faut qu'on puisse se le dire, les critères maladies qu'on a pu travailler étaient des critères relativement simples, généralement contrôlés par un ou un nombre relativement faible de gènes, donc la prise en sélection était assez simple. Depuis ce matin, vous parlez souvent de changer la phénologie du blé pour que son rythme de développement soit un peu différent, pour qu'il ait des phases plus longues à certains moments, plus courtes à d'autres. On sait qu'on connaît aussi les gènes de la phénologie, on arrive à les toucher, mais il faut qu'on se dise les choses. Dès qu'on touche un peu ces gènes, dès qu'on touche à l'architecture des plantes, assez irrémédiablement, le rendement en est affecté. Et vous avez aussi des effets négatifs qui viennent derrière, qui nécessitent de les contre-sélectionner, donc qui vont nécessiter encore plus de temps. Et dans la pratique, Christophe Boizard, est-ce que vous changez régulièrement de variété? C'est tous les ans? Non. C'est vrai que vous compariez avec le téléphone, autant en gros avec la téléphonie. En gros, notre abonnement, c'est presque pas quand est-ce qu'il se renouvelle. Mais il ne nourrit personne, c'est important de le rappeler. Alors que là, les variétés, tous les ans, en gros, on rebat les cartes. Tous les ans, on rechoisit
les variétés. Donc on regarde les résultats d'essais pour savoir un peu quelles sont les variétés, puis les résultats sur notre propre exploitation avec les voisins. Et donc tous les ans, par exemple en blé, je sème environ 8-9 variétés différentes. J'aime bien diversifier aussi bien dans le nombre de cultures qu'en variétés. Et tous les ans, en gros, enfin, que ce soit en blé ou en maïs, c'est à peu près 20% qui sont renouvelés. Donc il y a des variétés qui vont tenir 6, 7, 8 ans. Enfin, je pense, enfin, j'avais déjà regardé en blé, j'ai aucune variété qui a plus de 10 ans. Mais par contre, tous les ans, on renouvelle environ 20% des variétés. Et comment vous évaluez la réduction des impacts environnementaux? C'est possible, ça? Oui, c'est possible. Enfin, c'est les calculs d'IFT. d'IFT, tout ça. Bon, sachant que moi, personnellement, enfin, par exemple, par rapport au blé, je suis dans cette démarche-là depuis longtemps. Et puis, c'était aussi une question. Enfin, il y a aussi les questions économiques, quoi. Enfin, je vois bien les résultats du centre de gestion en termes de Oui. consommation de phytosanitaires. Je suis largement. Enfin, je suis plutôt. Enfin, je suis en dessous du groupe de la moyenne. Des exploitations locales qui sont dans le même système que moi. Donc, c'est des choses que personnellement, j'ai mis en place depuis très longtemps. Mais qui ne sont pas notés, qui sont pas, on ne les fait pas valoir souvent. Ah, d'un point de vue économique, non, j'ai pas de rémunération supplémentaire pour avoir fait ça. Enfin, après, il pourrait y avoir on peut avoir des contrats agro-environnementaux. Souvent, la limite, enfin, il faut bien juger parce que le principe du métier d'agriculteur, c'est de s'adapter. Et il faut toujours faire attention. Enfin, moi, j'ai des moments un peu de mal avec des cahiers des charges, et que justement, on fige les choses et donc, si la rémunération derrière est suffisante pour pallier au fait qu'on fige certaines choses, ça ne me dérange pas. Si la rémunération n'est pas suffisamment importante, je trouve dommage de figer, alors que moi, il y a des choses que je fais aujourd'hui que je ne faisais pas il y a 10 ans. Et voilà, et tout évolue parce qu'il faut s'adapter, parce que à la fois par rapport à la demande sociétale, mais puis aussi le changement climatique. Donc il y a des choses qu'on faisait il y a 10 ans et qu'aujourd'hui on ne fait plus. Justement, c'est d'un point de vue économique, mais aussi sociétal, le faire valoir auprès de la société. Ça, c'est rarement su encore. Oui, c'est clair que c'est rarement su. Bon, après, ça passe pas. Enfin, en l'occurrence, je suis pas mal sur les réseaux sociaux pour essayer d'expliquer ça. Ça passe par la communication directe, hein, clairement. Enfin, les seuls qui peuvent défendre l'agriculture, pour moi, c'est les agriculteurs. C'est triste à dire, mais en gros, vous pouvez mettre une institution derrière, il n'y a personne qui va écouter. Et les seuls qui peuvent être audibles, c'est les agriculteurs, quoi. Donc, il faut qu'on y aille et qu'on explique. Quelles sont nos contraintes, et je pense que les gens comprennent, mais il y a des gens qui ne voudront jamais comprendre, mais je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui sont en attente, qui ne se posent pas de questions, hein. Ils ont les rayons des supermarchés qui sont toujours pleins, ils ne se posent pas forcément de questions, et c'est à nous, en gros, d'expliquer nos contraintes et qui nous suivent, quoi. Enfin, parce que si on nous met tout le temps des freins, hein, en fin de compte, au bout d'un moment, on ne peut plus s'adapter non plus, quoi. Enfin, vous avez de l'audace parce que vous êtes un des rares justement qui va communiquer au-delà du monde agricole aux autres. Et donc, il faut le faire. Bravo, Monsieur Boisard. Alors, Laurent Guerrero, vous avez dit tout à l'heure, la variété, c'est pas l'unique solution. On l'a vu là avec Monsieur Boisard. Quel autre levier, justement, l'agriculteur peut aller chercher? Et est-ce que vous pensez, lors de la conception de la variété, est-ce que vous pensez déjà aux autres leviers? Vous envoyez la variété et à l'agriculteur de se débrouiller avec les autres leviers. Comment ça se passe? Je pense que la première table ronde l'avait déjà bien éclairé. La solution unique, en tout cas, elle serait trop dangereuse, et je pense impossible de considérer que la génétique soit l'unique driver ou l'unique levier des solutions à apporter à toutes les problématiques qui ont été données. En tout cas, un certain nombre de semenciers arrivent aujourd'hui à cette conclusion et sont en passe ou travaillent aujourd'hui à construire plutôt des solutions et pas uniquement une variété en réponse
à une vision ou à une problématique ponctuelle, mais essayer d'intégrer beaucoup plus ce qu'on a entendu avec tous les témoignages ce matin, le fait qu'une exploitation, elle utilise une rotation de culture, et donc de raisonner plutôt au niveau de la rotation et de nous-mêmes, en céréales ou dans d'autres cultures, essayer de co-cultiver, de co-sélectionner par exemple des plantes de couverture avec nos blés pour essayer d'apporter des avantages additionnels qu'on n'arrivera pas à faire porter aux variétés. Est-ce que je peux fournir un peu plus d'azote en mélangeant une partie de trèfle dans mes associations avec les blés? Est-ce que je suis en capacité de cultiver un certain nombre de crucifères anti-nématodes pour venir chasser en tout cas un certain nombre de nématodes du sol qui vont poser des problèmes ensuite? Donc de le faire déjà dans cette solution de combinatoire. Et aujourd'hui, la force de nos métiers, c'est aussi de pouvoir, au bout d'un moment, réadapter la génétique principale aux solutions qui seront trouvées pour qu'elles soient un peu mieux en adéquation. Donc effectivement, même si c'est compliqué, changer un peu l'architecture, ralentir la croissance sur certaines phases. Donc c'est des choses que l'on met en œuvre au niveau de la sélection pour être en capacité de répondre plus amplement aux défis agricoles de demain. Donc vous aussi, vos métiers changent, on peut le dire. Alors, Yves Madre, on va poursuivre avec vous. On en a un tout petit peu parlé en introduction, les nouvelles technologies d'édition génomique. Que prévoit l'Europe aujourd'hui en la matière et où en sont les discussions? Alors, sur ces technologies, on va les appeler entre nous NGT, ça ira plus vite. L'environnement législatif européen a eu quelques nuages à s'accumuler en juillet 2018, quand la Cour de justice de l'Union européenne a donné son interprétation, donc celle qui est maintenant de la directive de 2001, la directive 18 de 2001 sur ce qu'on appelle la directive OGM. Alors qu'on ne se trompe pas, je pense qu'on est tous clairs sur ce que la Cour de justice a dit. C'est que la directive de 2001 s'applique à tout, sauf ce qui bénéficie d'une dérogation au titre de techniques de sélection variétale bien connues historiquement. Et de fait, les technologies NGTs, étant récentes et postérieures à 2001, ne bénéficient pas de la dérogation. On n'est pas en train de dire que la Cour a dit ce sont des OGM ou pas des OGM. Ce qu'on peut lire de l'avis de certaines organisations par ailleurs. Donc pas de confusion en la matière. La Cour, elle a donné un truc clair, juridique, purement juridique. Et face à cela, immédiatement, dans le pas de temps communautaire, le Conseil des ministres de l'Agriculture a demandé à la Commission de se saisir de ce dossier pour analyser ce que ça voulait dire et ce qu'il fallait faire. Donc ça, c'est 2019. 2020, l'EFSA rend un avis pour dire est-ce que la réglementation de 2001, elle est adaptée ou pas à tout ce qui a été fait et ce que la science nous a procuré depuis, et tout spécifiquement les NGTs. Et donc ça c'était novembre 2020, si je me souviens bien, et 2021, rapport de la Commission, et qui aboutit en septembre 2021 à lancer cette procédure qui doit aboutir au printemps à une proposition de texte réglementaire nouveau. Ce qui finalement, dans le pas de temps de décision, surtout quand on parle de sélection variétale européen, a été relativement cadencé après l'avis de la Cour de justice. Donc maintenant, il y a eu tout un processus de communication, de consultation publique, de communication de la Commission qui a voulu lancer ce débat, en ayant des avis scientifiques, en mettant le débat sur la place publique aussi, des premiers retours qui sont plutôt positifs.
soyons clairs, de ces consultations publiques en matière d'intérêt de ces technologies NGT. Et maintenant, le point ultime, enfin pas ultime, c'est que la prochaine étape, c'est la proposition législative qu'on attend et qui a été recalée au printemps, alors qu'elle risquait d'arriver, donc elle revient. Et puis ensuite, on part dans les négociations. Et on n'aboutira pas avant 2025. Donc on parle vraiment d'avenir. Alors, vous l'avez dit aussi, la législation, je vous cite, la législation actuelle n'est plus cohérente avec l'évolution de la science. Pour vous, est-ce que justement, il faut les autoriser? Pour Pharma Europe, il faut autoriser ces nouvelles technologies? Alors effectivement, j'ai dit ça et je le maintiens, et d'autant plus volontiers qu'il y a des institutions illustres qui l'ont dit en même temps, c'est l'EFSA et la Commission européenne. Donc la législation n'est pas adaptée. À votre question, est-ce qu'il faut les autoriser? J'entends par là, est-ce qu'il faut faire en sorte qu'ils bénéficient de la dérogation au titre de la mutagénèse classique? Alors derrière, et il y a des personnes beaucoup plus compétentes que moi ici et dans la salle, derrière le terme NGTs, il y a plusieurs techniques. Et donc il n'y a pas une réponse unique. Pour être presque un peu simpliste, ce qui est lié aux plantes éditées. Donc en fait, c'est de la mutagénèse classique en laboratoire, plus précise. Pour nous, pour Pharma Europe, effectivement, c'est de la mutagénèse. Il n'y a pas ni de risques complémentaires, ni d'éléments différenciants, si ce n'est que c'est plus pointu. Et puis il y a quelques technologies qui sont, enfin une notamment, j'ai en tête, liées dans l'environnement, dans le monde NGTs, qui aboutissent effectivement à de la transgénèse. La transgénèse, c'est la réglementation de 2001 qui me semble assez logique. Et puis, il y a quelques cas entre les deux où il faudrait penser plutôt à un système d'évaluation proportionnée. Et je souligne 3 fois proportionnée, hein, mais dans des cas très spécifiques. Donc, la réponse n'est pas unique. Maintenant, si on parle de ce qui est le plus couramment évoqué, l'utilisation de CRISPR-Cas9, pour moi, clairement, et on le dit depuis le début, c'est-à-dire depuis 2017, où on s'est penché sur le sujet, c'est de la mutagénèse, au même titre que la mutagénèse qu'on connaît, mais de façon faite plus spécifique, plus claire, quelque part plus ciblée. Alors, je me permets de reposer la question à Laurent Guerrero. On va mettre les deux pieds dans le plat. Vous y avez répondu en partie. C'est quoi la différence entre les nouvelles technologies et les OGM? Elle repose sur des principes et des terminologies différentes. Alors, si on rentre un peu dans la technique, ces techniques d'édition des génomes, elles génèrent des coupures dans le code génétique et il y a différentes méthodologies. Soit on laisse le génome s'auto-réparer et qui, de temps en temps, génère dans ces autoréparations une mutation qui provient, soit on est un peu plus directif et on vient cibler l'endroit où nous souhaitons avoir cette coupure et on force également la mutation à arriver spécifiquement dans une zone que vous avez bien identifiée. La transgénèse, vous avez une stratégie légèrement différente. Vous allez chercher un élément génique dans une espèce que vous décidez qu'il n'existe pas dans votre espèce réceptacle et vous décidez de l'introduire. Donc là, on est dans une technique qui s'adresse directement dans le génome, en tout cas sur une partie des outils. Hein. On peut faire de la transgénèse avec les outils d'édition du génome, mais dans leur vision, pour faire simpliste, de mutagénèse, on s'adresse uniquement au propre génome, on ramène rien d'exogène et on vient de façon un peu chirurgicale faire des changements ou des micro-adaptations dans le code génétique. Donc rien n'est ajouté, c'est ça? Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces nouvelles technologies? Est-ce que ça va réellement concourir à la transition écologique et alimentaire? Est-ce que ça peut aider? Moi,
j'ai été très inquiet des propos que je viens d'entendre. Si la seule solution à la PAC, c'est l'édition du génome, on n'est pas bien, hein, on n'est pas bien du tout. Je vous le dis très clairement, parce que cette technique, Marin-des-Prés, on a quelques kilomètres qui séparent nos deux entreprises, mais je suis très en phase avec ce qu'il a apporté. Cette technique, elles sont relativement balbutiantes dans leur application concrète. Alors, la science est capable d'aller très vite, de rattraper certains retards, mais ces technologies, elles marchent avec grande efficacité à partir du moment où vous savez précisément la cible que vous voulez travailler. Mais aujourd'hui, dans le génome du blé, les quelques critères que l'on voit, on est encore sur des zones larges qui s'appellent des QTL. De plus en plus, on vient travailler, certes, dans quelques régions génétiques pour les voir, mais on est encore à quelques années-lumière de connaître le niveau génomique suffisant pour venir aller faire des éditions qui vont changer. Et si on parle de critères éminemment multigéniques comme l'adaptation à un certain nombre de stress environnementaux, il se passera du temps. Regardez les premiers exemples, il n'y a aucune critique, hein, ça a été les démonstrateurs des NGT, ça a été de retravailler sur la teneur en amidon des maïs, ce qu'on sait faire en waxy avec depuis assez longtemps. Alors on arrive à le faire un peu plus facilement en blé, du blé waxy, parce qu'il y a 3 gémonomes à travailler et que c'est plus simple avec cette technique d'édition, mais on est encore assez loin d'avoir en tout cas la connaissance génétique fine pour pouvoir obtenir tout le potentiel de cette technologie-là. Et vous travaillez dessus? Alors, j'ai du mal à vous dire qu'on travaille dessus, parce que ce qu'on a aussi totalement éludé dans ce débat sur les GT, c'est le coût d'accès. À part nos collègues de la recherche qui peuvent, sous couvert d'une expérimentation de recherche fondamentale, aujourd'hui, il y a des brevets derrière ces technologies. Elles ne sont pas gratuitement accessibles. Et aujourd'hui, ces brevets, l'évolution, elle est en train de se faire, la pression est en train de se faire, elle est très très forte, mais ces brevets, on parle d'accès à des coûts de millions d'euros. Donc si on parle d'accès à ces technologies à des coûts de millions d'euros, pas qu'uniquement pour l'accès, les milestones, les étapes de validation que vous allez faire, et on parle également de payer des royalties sur les produits issus de ces technologies-là. Donc aujourd'hui, si on met en œuvre ces technologies, alors on aura 2 solutions très simples. Soit on dit que le blé coûte 3 fois plus cher, soit il va falloir que ces technologies, elles se démocratisent un petit peu plus. Alors on parle de CRISPR-Cas9, mais des techniques d'édition, il y en a aujourd'hui beaucoup plus hein, que le Cas9. Mais aujourd'hui, ça reste un outil. En tout cas, je ne veux pas vous donner cette vision. Il est sur sa potentialité, c'est phénoménal. Ce que ça nous permettrait de faire, ça nous permettrait de sélectionner beaucoup plus rapidement, en parlant de façon hypothétique, beaucoup plus rapidement et de venir cumuler beaucoup plus de caractères d'intérêt. Mais avant d'arriver à cette étape, ne mentons pas à la communauté, ça n'arrivera pas demain matin. Alors, juste sur cette partie financement, la création variétale, elle est bien accompagnée en partie par l'État? La recherche? Malheureusement, on parle d'innovation de rupture et de coût de rupture également. Donc aujourd'hui, si vous avez une technique qui va vous coûter la mise en œuvre 2, 3 ou 4 millions d'euros, bah, il va falloir que la diffusion et l'utilisation des produits que vous avez derrière soient suffisamment larges pour vous faire le retour sur investissement nécessaire. Donc tout ça se calculera autour de business model, mais quand j'entendais, et on s'y emploie beaucoup sur les protéagineux, les défis des protéagineux sont énormes. Mais vu aujourd'hui le marché, j'aurais du mal à voir comment cette technique d'édition du génome, on l'applique aux protéagineux avec le retour sur investissement qu'on aurait derrière. En tout cas, dans un temps court, ça serait assez inimaginable. Donc, justement, hors ces nouvelles technologies, aujourd'hui, sur toutes les créations variétales dont vous nous avez parlé tout à l'heure, qui finance? La création variétale, elle est portée logiquement par l'obtenteur et le propriétaire du certificat de propriété d'une innovation qui est développée. Donc on la finance, mais toutes ces innovations et toutes les entreprises font, je vous dis, un peu ce ratio entre le niveau d'investissement qu'elles consentent derrière une espèce et le retour sur investissement qu'elles peuvent en attendre. Il n'y a aucun doute sur les céréales à paille, eu égard au nombre d'hectares
concernés, en tout cas pour le blé tendre, on sait que l'investissement il peut être relativement important parce que le retour peut être également important. Hier, il y avait un colloque blé dur. Sur le blé dur, la question elle se pose de façon plus prégnante parce que vous avez des hectares limités et donc des retours qui seront également limités, qui limitent votre capacité d'investissement dans l'espèce. Alors, je vous pose la question à vous, Yves Madre, un agriculteur qui fait appel à une variété pour réduire son impact environnemental. Il rend un service aussi là, à la société. Est-ce que ça s'est rémunéré? Est-ce que c'est prévu par l'Europe? Alors, avant de répondre à votre question, je vais rassurer mon voisin. Oui, dans les propositions réglementaires de la Commission, la proposition NBTIS et le petit soleil qui émerge, ce n'est pas la recette miracle, effectivement, je suis d'accord avec vous. Il manque un gros volet qui s'appellerait investissement et plan, accompagnement de plans d'investissement dans l'agriculture. Et c'est bien le point problématique d'accompagnement qu'on a devant nous. Et je ne vois rien dans le document de ce matin de la Commission Fonds souverain européen encore en la matière. Donc le travail, la bataille, elle est là, clairement. Et c'est vrai, aussi je vous rejoins, dès lors qu'on connaît le génome de la plante, ça simplifie sacrément l'affaire. Enfin, Farm Europe, depuis 2018, est lié à un programme de mise au point d'une variété. 4 ans, ça aura pris 4 ans et demi entre le début du travail en laboratoire et la variété disponible pour commercialisation. Donc effectivement, quand on connaît le génome, on connaît le problème, on connaît le génome, ça a une puissance de frappe et pour le coup, avec une rapidité et un coût qui sont très intéressants. Alors pour répondre à votre question, aujourd'hui, le bénéfice qu'un agriculteur pourrait tirer d'une variété, soit nouvelle, soit d'une des variétés améliorées qui sont régulièrement mises en marché, est de fait indirect. Déjà, sur vos comptes d'exploitation, vous l'avez bien dit, hein, et puis la possibilité d'avoir accès de façon plus simple, plus efficace à des mesures agro-environnementales, à des contrats privés ou publics liés à cela, et peut-être demain de simplifier ou d'accélérer la capacité à s'insérer dans un schéma d'agriculture carbone, de carbone farming, si tant est que le schéma soit conçu pour être suffisamment attractif pour y aller. Parce que les premières années, si on dit on vous rémunère que la séquestration, même si vos variétés elles permettent en biomasse d'être top, mais pas la réduction des émissions sur votre ferme pour faire le pas des premières années ou décennies, économiquement, je ne vois pas qui ira. Oui. Alors Christophe Voisard, qu'est-ce que ça apporterait chez vous, sur votre ferme, ces fameuses nouvelles technologies? Vous êtes très au fait de ces nouvelles technologies. Je vous ai entendu là-dessus. Ça vous intéresse? Oui, pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Par exemple, un bon exemple, c'est, il y a 2 jours, il y a l'INRAE qui a sorti une recherche, une étude. Oui, une étude. Ils l'ont mis en avant où, en fin de compte, il y a des tomates cerises qu'ils ont rendues tolérantes à un virus. Moi qui suis betteravier, j'espère bien que si demain il y a l'édition génomique, le cadre réglementaire est plus pertinent, que la filière dans l'ensemble, les semenciers, mais aussi les sucreries qui en auront besoin, et puis nous les planteurs, c'est déjà une filière qui est très, très organisée d'un point de vue sélection. J'espère bien qu'il va y avoir de la recherche fondamentale pour rapidement obtenir une tolérance au virus, parce que là, parce qu'on est d'accord, la tolérance virus, ça va être très compliqué à la trouver. Et demain, si on la trouve, ça serait dommage de ne pas investir. Là, pour le coup, c'est une filière telle qu'elle est partie. Dans 5 ans, il n'y est plus. Hein. Monsieur Huyghe de l'INRAE sera présent tout à l'heure. Il pourra probablement vous répondre là-dessus. Donc, il y a un premier point. Après, par rapport à toute la recherche
qui a été présenté, où en fin de compte on est sur des critères polygéniques. Enfin moi j'ai en tête une variété de blé qui s'appelle Armada, qui avait toutes les caractéristiques intéressantes pour que je la produise. Rendement, tolérance maladie, bonne qualité. Elle avait un défaut, elle était sensible à la germination sur pied. La germination sur pied, c'est qu'en fin de compte, si on a les moissons humides, et ça arrive souvent sur la côte picarde et pas normande, et donc en gros, s'il pleut au moment de la moisson, bah, le blé il se met à germer sur pied. En termes de qualité, la qualité qui était très bonne, elle devient très mauvaise. En gros, c'est quasiment invendable. C'est quasiment invendable. Et bah, cette variété-là, si vraiment elle avait un potentiel extraordinaire, c'est dommage qu'on ne puisse pas l'éditer pour justement ce critère-là. Enfin, il y a des chercheurs de mémoire allemand qui ont montré qu'on pouvait facilement, en fin de compte, en éditant, partir d'une variété très sensible à la germination sur pied, on pouvait en obtenir une variété pas sensible. Et je pense que dans vos croisements, en fin de compte, vos lignées ressources, si vous arrivez à les éditer, vous arrivez à diffuser largement. Et puis un truc, enfin j'ai un peu de mal avec votre discours, c'est que vous avez quand même l'exemption du sélectionnaire. C'est-à-dire que s'il y a une variété éditée qui sort sur le marché, logiquement, vous êtes en mesure de l'utiliser dans vos propres croisements. Donc, vous avez totalement raison, si tant est que cette variété éditée ne soit pas brevetée. Si elle est brevetée, je ne peux plus l'utiliser. Alors, la réglementation française me permettrait éventuellement de pouvoir l'utiliser, et uniquement en France, si je suis capable de démontrer qu'à la fin, j'ai supprimé le trait breveté. Mais si elle est brevetée, ce qui a été exprimé par Marin Després, ce que je valide aujourd'hui, derrière ces traits, ces sociétés qui disent qu'elles font beaucoup d'investissements derrière ces traits édités, elles se disent qu'elles doivent rentrer dans une vision de brevetabilité de ce vivant-là. Et si elle est brevetée, je ne peux plus l'utiliser, moi, mais comme tous les autres. Sachant que sur un certain nombre de critères, on est incapable de distinguer la variété éditée de la variété, parce que, enfin, regardons un peu l'historique aussi. Enfin, je veux dire, à quel moment on peut prouver que c'est de l'édition? À quel moment on peut dire que ça a été une mutation naturelle? À quel moment on peut dire que ça a été de la mutation aléatoire? Mais ça, je ne le... C'est une évidence. Hein. C'est bien la difficulté du sujet, c'est qu'aujourd'hui, ces mutations-là, elles sont équivalentes à une mutation qu'aurait pu faire la nature. Mais la question n'est pas celle-ci. La question est de se dire qu'après, l'Office européen des brevets aujourd'hui délivre des brevets sur ce qu'on appelle des traits natifs, donc des gènes existants dans des variétés dans la nature. Si ces traits sont protégés, vous pouvez tourner comme vous voulez autour, le trait est protégé, vous n'y avez plus accès. Donc la richesse de notre système qui a toujours existé, qui était l'auto-enrichissement en pouvant utiliser des variétés pour justement les améliorer à la phase d'après, s'arrête dans la vision de la brevetabilité. Alors, Monsieur Yves Madre, juste pour faire le point dans le monde, est-ce que ces nouvelles technologies sont autorisées ailleurs qu'en Europe? Et si jamais, à un moment, elles viennent à pouvoir être testées en Europe, est-ce qu'il y a des pays qui sont aussi plus avancés que d'autres? Alors, dans le monde, il y a effectivement des pays qui ont pris une longueur d'avance dans le raisonnement qui doit faire en sorte que leur réglementation soit adaptée. Vous n'allez pas être surpris si je vous dis que les États-Unis sont dans le peloton de tête, suivi de près du Royaume-Uni, où le projet de loi est en train de finir sa 3e lecture à la Chambre. Et clairement, ça a été affiché, on subit le Brexit, parce qu'économiquement, ils voient ce que ça donne, ils sont en récession cette année, c'est lié notamment au Brexit, mais on profite aussi du fait d'être autonome d'un point de vue réglementaire, et là, ils ont avancé à pas cadencer sur cette affaire. Donc, États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Argentine, Brésil, Amérique du Sud, aussi pays africains qui sont d'autant plus réveillés avec les problèmes de sécurité et de risque de sécurité alimentaire post-guerre Ukraine. Et là, on voit des pays qui changent de positionnement et s'ouvrent à la sélection très rapidement, très rapidement. Par la sécurité alimentaire, c'est ça le problème. Là, ça a été un des déclencheurs. Clairement, vous avez des pays. Alors,
sur ces nouvelles technologies, mais aussi vis-à-vis des OGM, où certains s'étaient alignés sur l'Union européenne et ils ont basculé en faisant non mais attendez, on va ouvrir tout cela. En Europe, il y a des pays effectivement qui ont déjà un peu hissé le drapeau plus vite que d'autres, ou d'autres qui attendent simplement, mais c'est légitime puisque ça va être une réglementation européenne dont il est question. Hein. Mais malgré tout, quand on parle des Pays-Bas, de la Suède, de la République tchèque, de l'Italie, point à noter, où tant les gouvernements successifs que le monde agricole, qui était très rétif vis-à-vis de certaines technologies il y a quelques années, sont très clairs vis-à-vis des NGTs, extrêmement clairs en faveur, et ils les veulent, et ils souhaitent pouvoir avoir cette possibilité. Après, il y a tout le temps de la recherche, effectivement, mais dans les plus brefs délais. Et puis, vous avez évidemment l'Espagne aussi, qui est tout à fait ouverte. Alors, on va terminer avec vous, Christophe Boizard. On va ouvrir un peu tout ça sur la transition écologique. Justement, qu'est-ce que vous prévoyez? Est-ce que vous pouvez aller encore plus loin, là, aujourd'hui, dans votre système? On parle de création variétale, mais aussi des autres leviers pour vous rendre, pour réduire encore davantage vos impacts environnementaux. Est-ce que c'est possible? On continue là. Oui, on continue. Le système, il évolue. Alors, dire comment il va évoluer. En gros, j'aurais été incapable de vous dire il y a 10 ans les pratiques que je mets en place aujourd'hui. Je suis incapable de dire dans 10 ans quelles seront les pratiques que je mets en place. Après, comme on parle de génétique, clairement, c'est ce qui a été dit depuis le début, quoi. La génétique ne fera pas tout, hein, mais sans génétique, on fera rien, quoi. À un moment, s'il y a un slogan, je pense que c'est celui-là, quoi. Sans génétique, moi je fais de la betterave. Quand je me suis installé, on se met des variétés classiques. Aujourd'hui, je sème des betteraves double tolérantes, rhizomanie, nématode. Je veux dire, si j'avais pas eu ces variétés-là, en gros, la question aujourd'hui de poursuivre les betteraves par rapport à la jaunisse de la betterave, qui est un peu le sujet d'actualité en ce moment. Je veux dire, la décision, j'aurais déjà prise il y a 10 ans, j'aurais déjà abandonné parce que j'aurais pas eu les variétés qui auraient permis de prolonger. Et sachant que dans le système agroécologique, j'ai entre 7 et 9 cultures tous les ans sur mon assolement, en gros, une culture qui disparaît parce que d'un point de vue génétique, on n'arrive plus à affronter aussi bien le changement climatique que les contraintes liées au retrait de certains phytosanitaires ou un virus, c'est une culture en moins. Peut-être demain, aussi trouver des nouvelles cultures. Moi, j'avais lu un truc formidable autour. Je produis de la chicorée autour du pissenlit de Russie, qui serait peut-être demain un moyen de produire le caoutchouc, un caoutchouc local à partir de cette plante-là, plutôt que de faire venir depuis les EVA. Si demain, voilà, l'Europe, on dit, allez, on développe cette filière pour produire le caoutchouc localement. Si avec les nouveaux outils type édition génomique, on arrive demain à avoir des nouvelles cultures insoupçonnées aujourd'hui. Et même par rapport à l'élevage, par rapport à l'autonomie protéique, soyons ouverts, mais je suis incapable de dire aujourd'hui ce que je vais faire dans 5 ans, quoi. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose, M. Guéant? Vraiment totalement en phase avec ce que dit M. Boizard. Aujourd'hui, la sélection tente de se doter de l'intégralité des outils disponibles. On a besoin de l'intégralité des outils pour essayer de gagner du temps, gagner en précision, en évolution qu'on est capable de faire. Mon message était de se dire qu'il ne faut pas non plus survendre un certain nombre de technologies dans ses résultats immédiats. Et il ne faut pas oublier, je pense que la table ronde d'avant et celle-ci le redit, on va revenir un peu plus à l'agronomie. Et il faut que les semenciers reviennent aussi un peu plus à l'agronomie pour essayer de combiner les approches, combiner les solutions. Et parfois, oui, elles vont générer des forces de nouvelles variétés, de la modification des pratiques culturelles. Et si demain,
l'utilisation des nouvelles techniques d'édition des génomes est vertueuse, eh ben on aura aussi la capacité d'améliorer encore plus vite et plus durablement. Et c'est vraiment cet ensemble et la force du collectif qui fait que notre filière arrive à se réinventer malgré les contraintes. Et à répondre aux exigences de la transition écologique et alimentaire. Merci messieurs. On passe aux questions dans la salle. Bonjour, Vincent Béguet, Agriobtention. Moi, je suis un peu surpris par cette table ronde qui s'intitule Agroécologie et création variétale. Pour moi, on a parlé d'NGT et de création variétale. Voilà. Donc, si j'entends Monsieur Madre, en fait, Farm to Fork, il ne faut pas y croire. On n'y va pas parce que c'est pas tenable. Et donc, ne changeons rien, c'est ce que j'entends. Il me semble que pourtant, il y a des contraintes réglementaires qui vont nous emmener vers ces 50% de fongicides en moins, 20% de fertilisation en moins. Alors peut-être qu'on n'y sera pas en 2030, mais je pense qu'il y a un vrai sujet d'adaptation de la ferme France à ces sujets-là. Et donc à part, alors j'ai entendu de Christophe Boizard qu'il avait 9 cultures, donc je pense que c'est justement un bon exemple de diversité et ça fait partie des axes de transition agroécologique. Et puis Laurent Guerreau, quand il parle de plantes de services associés. Donc moi, le sujet, véritablement, c'est si on doit faire face à ces 50% de fongicides en moins et 20% de fertilisants en moins, quelles sont les variétés de demain qu'on doit déployer pour faire face à ça? Est-ce que c'est une question d'espèces? Est-ce que c'est une question de variété? Voilà, donc je ne voudrais pas relancer la table ronde, mais je pense que le vrai sujet, il était là. Alors, si je puis me permettre, moi, de répondre, on avait 3 quarts d'heure de table ronde et sur un quart d'heure, en effet, ça a visiblement focalisé votre attention. On a parlé des nouvelles technologies. Est-ce que vous pouvez répondre, Monsieur Madre? Un mot, je pense que effectivement, dans cette table ronde, il ne faut pas oublier le préambule qu'on a mis. La transition, c'est décidé. Elle aura lieu. La neutralité carbone, il n'y a pas de doute, elle a été décidée comme point d'arrivée. Alors, elle peut être remise en cause, hein, mais la décision politique, elle a été prise. Maintenant, c'est comment on y va. Comment on y va? Est-ce qu'on y va avec le chemin qui est sur la table, qui a clairement des erreurs dedans? Et c'est la première fois que je vois la Commission commencer à mettre des papiers sur la table avant que les négociations commencent pour expliquer qu'en fait, elle s'est gourée. Je n'avais pas encore vu cela. Mais ça veut dire qu'il y avait un objectif et maintenant, il faut travailler concrètement sur comment arriver. Moins de pesticides, c'est clair. Moins d'intrants, clairement. Et c'est pour ça que dans le propos que tout le monde a eu, je crois, il y a 2 volets. Il y a le volet investissement, il y a le volet travail de l'agriculteur, il y en a 3 en fait, et il y a le volet sélection variétale. Mais la transition, elle n'est pas remise en cause de quiconque, et elle va arriver. Elle doit être orchestrée. Mais c'est comment on l'orchestre, outre le pas de temps. Allez-y, Laurent Guerreau. Merci Vincent de la remarque, de la question. Je pense que, en tout cas, tu connais notre entreprise, on a la chance, nous, de sélectionner 32 espèces différentes. Donc, ce portefeuille extrêmement large nous rend déjà sensibles à cette vision de rotation des cultures, d'interdépendance des cultures. Et je pense qu'au risque que ça soit un peu choquant, le bien fondé, en tout cas, de ce Green Deal, c'est qu'il va nous forcer à bouger encore plus. Et il faudrait que ça aille plus loin. Je suis une personne qui pousse au niveau du système d'inscription en se disant que ça va devoir faire bouger aussi les lignes, parce que les variétés qu'on inscrit aujourd'hui dans le réseau ne sont pas forcément celles qui seront attendues pour venir justement remplir le cahier des charges de cette agroécologie. Donc tout ça, il faut le regarder aussi de façon parfois positive, si on a la capacité d'y apporter les réponses, parce que ça va nous pousser tous au changement et à la modification, peut-être de façon trop rapide, ce que j'ai essayé de dire, à la modification de nos pratiques, en considérant que la variété à un et seul ne sera pas toujours l'alpha et l'oméga et qu'elle devra être complémentée par de la pratique culturelle, par des méthodologies alternatives. Et c'est ce que je pense la majorité des sociétés semencières essayent aujourd'hui de faire pour s'adapter aux changements de demain.
Bonjour, Frédéric Gon, président du comité, je suis agriculteur déjà et président du comité de pilotage blé dur. Je voudrais revenir sur un sujet que Laurent Guerrero a évoqué tout à l'heure, que sont les moyens. Alors les attentes sont très très fortes, les attentes des agriculteurs par rapport à la sélection et aux obtenteurs sont des attentes très très fortes. Il n'empêche pas moins que derrière tout ça, c'est au service d'un certain nombre de transformateurs et in fine de nos assiettes, pour nos assiettes. En l'occurrence, vis-à-vis de tous ces besoins en termes de recherche qui vont un peu plus loin que ça, la sélection en tant que telle, puisque nous avons aussi à comprendre tous les phénomènes qui interagissent avec les variétés. Il y a multiples sujets. Nous avons besoin d'un travail collaboratif. Seul ce travail ne doit pas être sur les épaules des sélectionneurs, c'est pas possible. Je pense que l'INRA y contribue un petit peu, mais doit encore y contribuer beaucoup plus. Arvalis travaille sur le sujet et encore bien d'autres. Et vis-à-vis des moyens économiques, les agriculteurs y contribuent un petit peu. Il y a un certain nombre d'autres financements qui arrivent, mais qui sont, à mon avis, pas suffisants. Il y a certainement d'autres échelons. Il y a de la richesse qui se crée à partir de notre agriculture dans l'agroalimentaire, mais pas que. Derrière tout ça, il y a peut-être des choses à aller chercher du côté de la porte carbone pour demain trouver des moyens qui soient suffisants pour étudier l'ensemble de ces éléments. Oui, je partage totalement le propos. Je pense que c'est la direction qui est prise. Mon constat était de se dire que malheureusement, la situation a fait qu'aujourd'hui, il ne reste plus que 2 obtenteurs blé dur et que cette diversité, elle manque. Il faut aussi que la richesse au niveau de la diversité génétique, elle soit maintenue pour qu'en association avec des partenaires de l'amont et de l'aval, on soit capable de faire émerger les variétés ou les pratiques culturelles qui répondent aux nouvelles attentes. Et ça, malheureusement, c'est le cercle qu'il s'engendre quand les retours, la perception des retours ne sont pas jugés suffisants, l'arrêt d'un certain nombre de structures qui considèrent que ce n'était plus une voie d'avenir. Je vais me permettre, en tant qu'agriculteur, enfin, je paye une taxe un peu recherche auprès du FSOV. C'est un fonds là, qui permet justement des recherches un peu transversales sur lequel les semenciers participent, mais aussi, ça peut être l'INRA, etc. Personnellement, c'est un fonds que je connais. Poser la question aux agriculteurs, je pense que s'il y en a 99% qui ne savent pas qu'ils contribuent à ce fonds-là, je pense que c'est un fonds qui pourrait être mis en avant, et même auprès des politiques demain pour justement avoir des moyens financés, parce que là, l'avantage de ce fonds-là, c'est qu'en gros, vous allez me corriger si je dis des erreurs, mais en gros, les recherches qui sont appliquées, qui poussent vers justement la transition aussi agroécologique dans les dossiers qui sont étudiés, ces recherches, les publications sont ouvertes à tous les semenciers, et donc tout le monde peut en fin de compte bénéficier de ces recherches. C'est probablement le FSOV, et on le redit dans les journées annuelles de restitution des résultats du FSOV, c'est probablement une des meilleures initiatives qui a été mise en place ces derniers temps. Elle permet réellement, à la différence de parfois d'autres projets de recherche qui avaient un peu tendance à, et on en a aussi besoin, à être sur des concepts un peu plus fondamentaux. Le FSOV nous permet, pour répondre aussi à la remarque blé dur, dans la mutualisation avec des acteurs plus diversifiés, de faire des choses concrètes et de faire avancer des thématiques. Le FSOV a permis d'identifier un grand nombre de nouveaux gènes de résistance. Ça a permis de caractériser plus finement les résistances au pied inverse et les nouveaux gènes qui pourraient exister. Donc c'est une ressource qui est très importante et qui est même, je dirais, indispensable aujourd'hui à la communauté pour faire des progrès. Il faut sûrement la mettre plus en avant, vous avez raison. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de cette deuxième table ronde sur les impacts environnementaux, l'agroécologie et la création variétale.